Si vous souhaitez mettre en place des analyses en composantes principales de qualité, il y a exactement 4 étapes que vous devez utiliser. Si vous suivez cette vidéo étape par étape de A à Z, je vous garantis qu'à tous les coups, vous aurez des ACP de grande qualité. Je reprends. Si vous suivez cette vidéo de A à Z, étape par étape, je vous garantis qu'à tous les coups, vos ACP seront de très grande qualité. Avant de parler de ces 4 étapes, qu'est-ce que l'analyse en composantes principales? Qu'est-ce que l'ACP? En fait, en machine learning, l'ACP, c'est cette technique qui vous permet de réduire la dimensionnalité. Concrètement, lorsqu'on travaille en général, on commence toujours par un tableau avec en ligne des individus et en colonne les caractéristiques de ces individus qu'on appelle en général variables. On peut avoir 10 variables, on peut avoir 100 variables, on peut avoir 1000 variables. Bref, on a plusieurs variables et ça devient parfois difficile d'interpréter, d'analyser. Et l'ACP vous permet de répondre à 2 objectifs principaux. Premier objectif va concerner les caractéristiques. Lorsqu'on met en place une ACP, on se demande quelles sont les relations multivariées qui existent entre les différentes variables. Ça, c'est une question très intéressante qui peut avoir un impact significatif sur un business. Quelles sont les relations qui existent entre les différentes variables sur le plan multivarié? La deuxième question qu'on se pose lorsqu'on met en place une ACP, c'est celle de savoir quels sont les individus de ma base de données qui se ressemblent et quels sont les individus qui sont opposés. Donc, on essaie d'analyser les ressemblances et les oppositions entre les individus. Pourquoi c'est important d'analyser les ressemblances et les oppositions? Tout simplement parce que on peut souvent être amené à faire des groupes homogènes à l'intérieur, c'est-à-dire des clients qui se ressemblent et des clients qui sont complètement différents à l'extérieur. Donc, lorsqu'on met en place cette groupe, l'ACP peut nous permettre d'avoir une première idée des groupes qu'on peut mettre en place au sein de notre structure. Et dans cette vidéo, on verra ensemble comment mettre en place une ACP en R avec les 4 étapes dont je vous parlais. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous parce que c'est un impact significatif sur cette chaîne. Likez, commentez, partagez et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos de qualité comme celle-ci que je partage avec vous régulièrement. Vous avez réalisé les actions, ok? C'est parti sur mon notebook. Nous sommes sur mon notebook et nous allons voir ensemble comment mettre en place une ACP avec le logiciel R. Ici, je travaille avec RStudio et j'ai récemment découvert un outil génial que je vous recommande, c'est Kuato. Kuato, c'est une version améliorée de R Markdown qui vous permet de mettre en place une documentation automatique au fur et à mesure que vous développez votre code. C'est encore plus pratique que R Markdown. Vous allez ici, sous File, New File, Kuato Document, vous cliquez là et ensuite vous suivez les instructions. Vous choisissez le type de sortie, soit HTML, soit PDF, soit Word et on clique sur Create. C'est aussi simple que ça. Je ferai une vidéo détaillée pour vous présenter justement la puissance de Kuato. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir cette vidéo. Et ici, vous voyez mon document, c'est QMD, c'est Kuato Markdown, c'est Kuato Document quoi. Ici, on ne parle pas de Kuato, on parle de l'ACP. Et pour mettre en place l'ACP, on va utiliser une base de données qui est déjà disponible dans le package Factominer. Et ça contient les performances des athlètes à une compétition de décathlon. Dont la base a 41 lignes et ça inclut diverses épreuves comme le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer de poids. Et dans chaque ligne, on a les performances d'un athlète dans chaque épreuve, son classement ainsi que le score total dans la compétition. Notre objectif est double ici. Premier objectif, notre ACP va nous permettre d'identifier les épreuves qui sont plus fortement corrélées entre elles et on va permettre de savoir quelles sont les épreuves qui ont un impact significatif sur le score total. Deuxième objectif, l'ACP va nous permettre en fait d'identifier les groupes d'athlètes qui ont des profils similaires, identifier les athlètes qui ont des profils complètement différents. Pourquoi est-ce que ces 2 objectifs peuvent être intéressants dans la pratique? En fait, moi, j'ai recensé 4 utilités pratiques de ce projet. Première utilité pratique, c'est que ce projet peut aider à identifier les facteurs clés de réussite des athlètes. En fait, lorsqu'on va analyser les corrélations entre les différentes épreuves, l'ACP peut révéler
quelles compétences, quelles épreuves sont les plus déterminantes pour réussir à un décathlon? Cela peut aider les entraîneurs et les athlètes à cibler leur entraînement sur les aspects les plus influents. Deuxième objectif, deuxième utilité qui est corrélée à la première, c'est définir des stratégies d'entraînement et de compétition. Lorsqu'on va comprendre en fait les forces et les faiblesses des athlètes, on peut mettre en place des stratégies personnalisées pour réussir de façon efficace à la compétition des décathlons. Ça, c'est le deuxième objectif et avoir plus de points. Troisième objectif, troisième utilité pratique, c'est qu'on peut utiliser ces analyses pour sélectionner et recruter les athlètes. Parce que si on comprend en fait les performances, si on comprend le profil des athlètes, on peut facilement les recruter grâce à cela. Et le quatrième objectif, c'est lorsqu'on va mettre en place l'ACP, on aura un discours, on aura des analyses pertinentes qu'on pourra raconter aux fans ou bien dans les médias. Donc, les résultats de l'ACP peuvent être utilisés pour créer des narrations intéressantes pour les fans et les médias en mettant en lumière des subtilités des performances des athlètes et les dynamiques complexes du décathlon. Voilà les 4 utilités pratiques. Donc, ce sont des projets qui peuvent réellement avoir un impact significatif dans des entreprises. Donc, voilà le contexte, voilà l'objectif. On veut comprendre le profil des athlètes et quelles sont les épreuves qui ont le plus d'impact sur le score global. Le décor est planté, on peut maintenant mettre en place l'ACP en 4 étapes. La première étape, c'est toujours l'importation de la base de données et la description des données. L'objectif ici, c'est de comprendre nos variables, d'analyser les valeurs manquantes, analyser les valeurs extrêmes et corriger si besoin. Donc ici, on va importer la base de données. Vous avez le lien GitHub en description. C'est juste là, j'importe ma base Decathlon Data, read table, je mets l'URL. Header égale à true, ça veut dire qu'il y a des en-têtes et je mets le séparateur. Donc j'exécute. Ça, c'est le code qui permet d'importer la base de données. Ici, vous avez les joueurs. Là, vous avez l'ensemble des compétitions, par exemple le 100 mètres, le saut en longueur et autres. Vous avez le nombre de points accordés à chaque joueur. Une fois qu'on a ça, moi, je vais renommer l'ensemble des colonnes. On en a combien? On en a 13. Il y a ici le nombre total de points et vous avez ici la compétition, vous avez le classement. Je vais renommer l'ensemble des colonnes ici en français pour que ce soit plus simple. Par exemple, course de 100 mètres, X 100 mètres, saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur, course 400 mètres, lancer des disques, saut à la pêche, lancer de javelot, course 150 mètres, classement, points et compétition. Donc, ceci permet de renommer la base de données. On va renommer. Si je fais un summary, vous allez vous rendre compte que le nom de la base a changé. Dans la course 100 mètres, ce n'est plus le même nom qu'on avait juste ici. Je peux aussi faire un raid de la base de données pour me rassurer que ça a été bien Decathlon Data. Ça a été bien renommé. J'exécute ça. Voilà. La base a été bien renommée. J'ai fait un summary. Une fois que j'ai importé la base de données, j'ai créé les colonnes comme je le souhaite. La prochaine étape, c'est analyser les données manquantes. Ici, on n'aura pas de valeurs manquantes, mais dans la pratique, vous en aurez, c'est sûr. Et lorsque vous avez les valeurs manquantes, prenez le temps de comprendre pourquoi j'ai les valeurs manquantes, comment est-ce que je peux traiter, c'est quoi la cause, etc., etc. Mais là, j'ai mis en place une fonction qui permet de récupérer une base de données et de compter le nombre de valeurs manquantes pour chaque variable. C'est automatique. Donc, c'est ça, le nombre de valeurs manquantes pour chaque variable. Là, on va calculer la proportion de valeurs manquantes et on va mettre le résultat dans un data frame avec 2 colonnes. Nombre de valeurs manquantes ici et la proportion de valeurs manquantes. Et je retourne le résultat. Ça, c'est une fonction que j'ai créée. Et j'applique cette fonction proportion de valeurs manquantes à ma base de données. Et j'exécute. Vous allez voir. Là, j'ai le nombre des compétitions et j'ai l'ensemble des variables. Vous voyez que le nombre de valeurs manquantes est de 0. Donc ici, on a une belle base de données. Ce n'est pas le cas en pratique. Et j'ai la proportion. Maintenant, la prochaine étape, je vais vous montrer un package génial que je vous recommande aussi pour travailler sur les valeurs manquantes. C'est Vim. Et là, je l'installe le package. Je mets ma base de données là. Et ça va, vous allez voir, ça va permettre de regarder rapidement s'il y a les valeurs manquantes ou pas. Ça vous produit 3 résultats. Le premier résultat, bon là c'est juste la description de la base, ça produit 2 résultats ici. On a ce tableau
avec pour chaque compétition le nombre de valeurs manquantes. Donc, c'est la fonction en soi que j'ai créée ici, sans la proportion. Il y a ce graphique, en fait, qui vous présente juste ici les valeurs manquantes. Vous voyez, ici, c'est vide. C'est parce que moi, je n'ai pas de valeurs manquantes. Et là, c'est le pattern des données. C'est parce que c'est rempli, en fait. S'il y avait les valeurs manquantes, on devait avoir un autre graphique, juste ici. Première étape, valeurs manquantes validées. On n'en a pas. Une fois que j'ai analysé les valeurs manquantes, la prochaine étape, c'est de comprendre la distribution de l'ensemble des variables. C'est quoi la moyenne? C'est quoi la médiane? Quel est le cas type? Est-ce que j'ai les valeurs extrêmes? C'est ce que j'ai fait juste ici. Donc ici, avec le paquet ggplot, je vais mettre en place l'histogramme pour comprendre la distribution de l'ensemble des variables. Là, j'ai mis l'ensemble des variables quantitatives. J'ai créé une liste avec l'ensemble des variables quantitatives. Ici, va_quanti sapply decathlon is numérique. Ça permet en fait de récupérer l'ensemble des variables quantitatives de la base de données. Je vais exécuter juste ici. Si vous allez voir, si j'affiche, vous allez voir l'ensemble des variables qui ont un type quantitatif. C'est à ça à quoi sert cette fonction. Et donc, lorsque j'ai l'ensemble des variables quantitatives, je peux utiliser ggplot pour mettre en place les histogrammes que vous voyez juste ici. J'exécute encore. Par exemple, ça, c'est l'histogramme du nombre de points total. On voit qu'il y a beaucoup qui ont autour de 8000 points à peu près. Il y a quelques outliers, c'est ce que j'observe ici, ceux qui sont là et là aussi. Mais globalement, c'est centré là. Ensuite, une fois que j'ai compris la distribution de l'ensemble des variables, vous pouvez faire la même chose pour toutes les variables. Si j'exécute à nouveau, vous cliquez, vous avez une variable, vous pouvez voir, ça c'est le saut en longueur. Ici, c'est le lancer de poids, la distribution. On a quoi d'autre? On a le saut en hauteur, l'ensemble des points, vous allez voir. On a la course 400 mètres, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de mettre en place le boxplot pour déjà voir si on a des athlètes qui sortent du lot en fait. Donc, je mets en place ce boxplot pour toutes les variables quantitatives. Là, je l'ai déjà exécuté normalement, ça devrait... Voilà. Par exemple, si je regarde le boxplot des courses 100 mètres, globalement, on a quelque chose qui est plus ou moins homogène, mais il y a quand même cet individu qui serait intéressant d'analyser. Il a des performances beaucoup plus élevées que l'ensemble des autres joueurs. Vous avez un autour de 11,6 points contre en moyenne, je dirais autour de 11, on va dire. Donc, c'est un peu plus élevé. Si on analyse la distribution des soins en longueur, c'est plutôt homogène. Il n'y a pas d'individu qui sort du lot. En analysant le lancer de poids, pareil, en fait, en médiane, on est autour de 4,5. Et sinon, il n'y a pas d'outlier qui ressortent. Pareil, soit en longueur, pas d'outlier. On a quoi d'autre? Course 400 mètres, vous avez vu, course 100 mètres, course 400 mètres, il y a des outliers ici en haut et aussi celui-ci en bas. Dans la pratique, ce sera bien de déterminer qui est cet athlète, voir ses caractéristiques pour comprendre pourquoi est-ce qu'il sort autant du lot. Voilà, c'est ce que moi je voudrais faire dans la pratique. Il y a cette course 110 mètres, et pareil, il n'y a pas d'outlier. Lancer de disque, soit à la pêche, ça va. Lancer de javelot, il y a 2 individus qui sortent du lot. Il faut comprendre pourquoi ces individus-là sortent du lot, c'est quoi leurs caractéristiques. Avant de finaliser, on a course 1500 mètres, il y a un individu qui sort du lot. Après, classement global, c'est aussi homogène. Et en termes du nombre de points total, on en a 3 ici, on a 1 ici. Est-ce que les 3 qui sont là, c'est ceux qui sont déjà outliers sur les courses 100 mètres, 400 mètres et 1500 mètres à voir? Est-ce que celui-ci, on a vu ça dans quel diagramme? C'était ici. Non, c'était pas là. C'était tac. Bon, je sais plus. Bref, vous avez compris l'idée. Essayez d'approfondir un peu pour mieux comprendre. Une fois qu'on a fait cela, on va aussi analyser la variable qualitative. Ici, la variable qualitative, c'est la compétition à laquelle l'athlète a participé. Donc, j'ai créé ici une fonction qui permet de mettre en place un boxplot, un barplot sur une variable qualitative. Donc, vous avez ici, ça calcule d'abord la répartition. Pour chaque modalité, on aura la proportion. Une fois qu'on a la proportion, on met en place ce graphique pour comprendre. Par exemple, là, j'exécute sur compétition. Vous voyez, on voit que plus de 63% des participants ont participé à Olympique, tandis que seulement, je vais dire, 27%, à peu près, plus de 30% participent à Decastars. Donc, on voit à peu près la répartition en termes de type de compétition dans la base de données. On vient de comprendre notre base de données. La première étape est validée. J'insiste encore dans la pratique. Retournez dans vos données, analysez les points extrêmes qu'on a identifiés avant de poursuivre l'analyse.
Une fois qu'on a compris cela, la deuxième étape centrale, c'est de comprendre les relations bivariées entre les variables. Lorsqu'on met en place une ACP, notre objectif, c'est de comprendre les corrélations multivariées. Mais avant de mettre en place des corrélations multivariées, il faut comprendre les relations bivariées entre les différentes variables. C'est pour ça que je vous recommande de commencer par mettre en place une matrice de corrélation entre l'ensemble des variables quantitatives. J'incite, la matrice de corrélation, c'est uniquement entre les variables quantitatives. Donc ici, vous avez le code qui vous permet de mettre en place cette fameuse matrice de corrélation. On va utiliser Coreplot pour faire ce qu'on appelle la heatmap de corrélation. Donc ici, je récupère déjà les données quantitatives. Si j'exécute ça, vous allez voir ce que ça donne. J'exécute juste cette partie. Là, j'aurai la base de données uniquement avec les variables quantitatives, du moins les points à chaque épreuve sans la variable qui donne le nom de la compétition, vous voyez. Donc, voilà mes variables quantitatives. Une fois que j'ai le tableau avec mes variables quantitatives, je crée la matrice de corrélation avec la fonction core de R. Je mets mes données quantitatives, c'est-à-dire ce tableau. Use égale à complete.obs, c'est pour dire s'il y avait les valeurs manquantes, il allait supprimer les colonnes qui n'ont pas toutes les observations, mais je ne vous recommande pas de faire ça. Ici, je n'en avais pas, donc ça n'a pas trop d'importance. J'exécute ceci, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous avez une matrice de corrélation qui ressemble à ça. Vous voyez, ce n'est pas trop beau à voir, c'est difficile à lire. On a pour chaque variable la corrélation, oui. Mais il y a une autre fonction intéressante qui vous permet en fait de rendre ça plus intéressant sur le plan visuel. Donc, on va utiliser Coreplot et on va mettre matrice de corrélation, c'est-à-dire la matrice qu'on a calculée juste ici. Et là, c'est plus des paramètres pour améliorer l'affichage. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous voyez ici, par exemple, c'est la couleur, la position de la légende, la taille de la couleur. Si je vais afficher les pourcentages sur mon graphique, la taille des chiffres de coefficient, vous voyez, c'est plus des caractéristiques de la heatmap qu'on aura créée. J'exécute ça et vous voyez la heatmap. On est passé de quelque chose qui ressemblait à ça, je vous remonte, à ça, à un graphique qui est magnifique, qui ressemble à ça. Et là, quand on a la matrice de corrélation, on peut donc interpréter les relations bivariées entre les différentes variables. Comment est-ce qu'on interprète cette matrice? Plus c'est bleu, plus la corrélation est positive, plus ça tend vers le rouge, plus la corrélation est négative. On va prendre un exemple simple. Si je prends par exemple ici le point, on voit que plus tes points en saut de longueur sont élevés, plus le nombre de points total dans la compétition est également élevé. Vous voyez, la corrélation est de 73%. Si j'analyse plutôt le classement la relation entre le classement et les points, plus ton classement est élevé, plus ton nombre de points est faible. C'est normal. Moins tu as de points, moins bien tu es classé. On peut encore analyser quoi? La relation entre la course 100 mètres et le nombre de points. On voit que ceux qui ont des points élevés à la course de 100 mètres ont souvent un nombre de points total faible. Ça baisse en fait. Le classement aussi, ce qui est positif, ce qui joue énormément sur le nombre de points total, c'est le saut en longueur juste ici. On a quoi d'autre qui joue sur le nombre de points total? On a aussi le lancer de poids qui a un impact important sur le nombre de points total. On a quoi? Bon, voilà les deux épreuves que je vois qui jouent énormément sur le nombre de points total. On a le lancer de poids, on a le saut en hauteur, on a le saut en longueur et voilà. Si on regarde également entre compétitions, qu'est-ce qu'on peut dire? Si j'analyse, par exemple, le lancer de disque, je me rends compte que les athlètes, plus le nombre de points au niveau du lancer de disque sera important, le nombre de points au niveau de l'épreuve lancer de poids sera également important. Vous voyez, c'est 62%, c'est très fort. Donc, vous voyez, est-ce que les deux disciplines sont très fortement reliées? Voilà comment est-ce qu'on interprète cette matrice de corrélation. Prenez le temps de bien comprendre. On a vu ici, lancer de poids, lancer de disque, c'est très corrélé. Le nombre de points total, l'épreuve, c'était quoi? C'était le saut en longueur. On avait quoi d'autre? On avait aussi le saut en hauteur et le lancer de poids qui jouait énormément sur le nombre de points total. Là, on a les relations bivariées entre l'ensemble des variables. On a déjà compris qu'est-ce qui joue énormément sur le nombre de points total, qu'est-ce qui joue énormément sur le classement, quelles sont les variables, les compétitions qui sont liées, comme le lancer de poids et le lancer de disque. Voilà ce que moi je retire de ces analyses. Une fois qu'on a compris les relations bivariées entre les variables, on passe à la troisième étape qui est de
s'ancrer et réduire les données. Pourquoi est-ce que c'est important de réduire les données? Réduire les données, c'est quoi? C'est tout simplement, on enlève la moyenne, on divise par les cas types. Ça permet d'harmoniser à peu près l'échelle. On se rassure que toutes les variables ont à peu près la même variance et que l'unité est plutôt conforme. C'est ça l'intérêt. Et pourquoi est-ce qu'en général, en ACP, on doit réduire les données? Il y a une raison centrale. C'est que l'ACP, il y a ce qu'on appelle l'effet taille. Donc, si vous ne réduisez pas les données, vous risquez d'avoir un problème d'effet taille. Et c'est pour ça que je recommande de centrer et réduire les données avant de faire l'ACP. Et c'est la troisième étape de notre process. Et en R, il y a une fonction qui facilite en fait le centrage et la réduction. Vous aurez pu faire cela vous-même, mais il y a la fonction scale. Vous mettez la base de données. Vous voyez ici, c'était la base de données ici, avec les données quantitatives uniquement. Et center égale à true, ça veut dire que je veux centrer, je veux que ce soit autour de la moyenne. Scale égale à true, je vais réduire, je veux faire en sorte que les cas types soient égaux à 1. Donc, j'exécute ceci. Si vous souhaitez comprendre comment fonctionne une fonction, vous faites juste un point d'interrogation. Et juste ici, vous avez le fonctionnement de la fonction scale. Donc, voilà. Maintenant, si j'affiche à nouveau ma base de données, vous allez voir, on a plutôt quelque chose qui va tourner autour de moins 2 et 2 en général. Bon, en moyenne, si ça suit une loi normale, bien sûr. Une fois qu'on a centré et on a réduit nos données, on peut maintenant passer à l'étape 4 qui est de réaliser l'ACP. Pour réaliser l'ACP, là encore, il y a plusieurs étapes à mettre en place. La première étape, c'est bien évidemment le choix du nombre d'axes factoriels. On verra ça tout de suite. Donc, je mets d'abord en place mon ACP. Et le package le plus populaire que je vous recommande d'utiliser, c'est Factominer. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer juste ici. Et il y a également un package intéressant que j'ai trouvé en préparant cette vidéo, c'est FactoEsra. Ça vous permet d'avoir des visualisations pratiques intéressantes de vos ACP. Donc là, si ça n'existe pas, installez l'ensemble des logiciels. On a Factominer. Vous avez le lien GitHub pour installer FactoEsra. Moi, je l'ai déjà installé. Je ne vais pas le réinstaller. Et je charge la librairie juste ici. Dans Factominer, vous avez la fonction PCA. Vous mettez les données qui ont été s'ancrées réduites juste ici. Ça. Vous mettez les données s'ancrées réduites. Ici, on était où? On était ici. Ici. Et là, j'ai mis graph égale à false. Si je mets graph égale à true, vous allez voir, ça va me donner également les graphiques de l'ACP. Et ici, j'affiche les résultats. Résultats ACP, PCA, données s'ancrées réduites. Je mets le graphe ou pas et j'affiche les résultats. Si j'exécute ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, lorsqu'on met le graphe égal à true, ça vous présente ces graphiques. Juste ici, le nuage des individus et le nuage des variables. Moi, je vais mettre graphe égal à false juste pour avoir l'ACP. Je réexécute ça. Voilà. Donc là, j'ai le résultat de l'ACP. Vous avez l'ensemble des éléments accessibles comme les valeurs propres, le résultat des variables, le coordonnées des variables, la corrélation entre les variables et la dimension, le cosinus carré, la contribution des individus, les analyses statistiques, la moyenne des variables, etc. Vous avez ici l'ensemble des informations qui sont disponibles une fois que vous avez mis en place votre ACP. Lorsqu'on a lancé notre ACP comme ça, la prochaine étape va consister à choisir le nombre d'axes factoriels. Pourquoi? Parce que l'ACP, son objectif central, c'est de réduire la dimension. Ce qui se passe, c'est qu'on va prendre les variables de départ, on va créer ce qu'on appelle des composantes principales, qui sont tout simplement des combinaisons linéaires de toutes les variables de départ, en fait. Donc, si vous avez 13 variables, vous aurez maximum 13 composantes principales qui sont combinaisons linéaires des variables initiales. Donc, l'enjeu ici, c'est de trouver la dimension qui permet de conserver le maximum d'informations. Pour ça, vous avez ce qu'on appelle le graphique des valeurs propres. Les valeurs propres, résultat ACP, c'était ici. Eigenvalues. Donc, je choisis ici les valeurs propres et j'affiche. Vous allez voir pour chaque valeur propre n'existe pas. Pourquoi? Ok, j'ai peut-être pour ça. Voilà. Vous allez voir ici, pour chaque composante, j'ai la valeur propre, j'ai le pourcentage de variation expliqué par la composante et j'ai le pourcentage de variation cumulée. Dites-vous que la variation, ça donne un peu le pouvoir explicatif de la composante principale. Plus, on a dans les premières... En général, lorsqu'on construit l'ACP, c'est conçu de telle sorte que les premières composantes principales rapportent le maximum d'informations. Donc, vous aurez toujours la variance expliquée par la première composante sera toujours plus grande que la variance
expliquée par la deuxième qui est toujours plus grande que la variance expliquée par la troisième, par la quatrième, par la cinquième, par la sixième, ainsi de suite. Donc, plus on évolue, plus la variance diminue parce que par principe de construction de l'ACP, on veut maximiser la variance expliquée à chaque fois qu'on détermine la valeur propre d'une composante. Donc, plus, si on choisit la première composante, on va prendre le max, deuxième max suivant, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir que c'est toujours décroissant. Ça, c'est certain. OK? Là, ce n'est pas très visible. Maintenant, je vais utiliser la magie du package. Bon, là, je vais d'abord mettre en place moi-même le graphique avec barplot. Donc, je vais mettre en place ce graphique que vous voyez ici qui me donne le pourcentage de variation expliqué en fonction des composantes principales. Une composante, c'est la combinaison linéaire de l'ensemble des variables de départ. Et il y a plusieurs règles en fait pour choisir le nombre de composantes pertinentes à partir de ce graphique. Il y a ce qu'on appelle la règle du coude. Donc, je vais regarder à partir de quel moment il n'y a pas un décrochage significatif entre deux composantes principales. Par exemple, ici, si je regarde entre 2 et 3, moi, je vois il y a un coude juste ici au niveau de 2. Moi, je vois tendance à dire que le nombre d'axes factoriels pertinents est de 2. Parce qu'ici, on a un coude, on a un décrochage ici. Il y a un coude à 2. Je vais choisir 2. Et 2 m'explique 54% de la variabilité. Bon, c'est pas énorme, mais j'aurais pu faire ça. Première approche. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle la technique de la variance expliquée. Si vous choisissez le nombre d'axes qui explique au moins 75%, par exemple, je peux juste regarder ici. Les 4 premières composantes m'expliquent 75% de la variabilité. Donc, c'est plutôt intéressant pour pouvoir choisir. Après, vous avez le critère de Kaiser, vous avez d'autres critères. Mais ce que moi, je vous recommande d'utiliser, c'est les deux là. C'est la part de variance expliquée au-delà de 75%. Ou alors, la règle du coude. Lorsqu'on a un décrochage significatif, on choisit ce nombre d'axes factoriels. Une fois qu'on a choisi le nombre de dimensions, ici, on a choisi 2. La prochaine étape, c'est justement de comprendre les relations entre des variables. Notre premier objectif était de comprendre quelles sont les variables qui sont corrélées entre elles, quelles sont les variables qui ont un impact significatif sur le nombre de points total. On va répondre à cela avec le cercle de corrélation. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez le package facto extra, vous avez cette fonction, PCA va, vous mettez le résultat de votre ACP qui a été défini juste en haut, et après, vous avez juste des personnalisations possibles. Si j'exécute ça, ça vous donne le graphique qui est déjà juste en bas. Il vous explique à peu près comment ça fonctionne. Lorsqu'on a ce cercle de corrélation, plus une variable est proche du bord du cercle, plus la variable est bien représentée. Parce que sur un graphique, sur une ACP, on analyse uniquement les variables qui sont bien représentées dans l'espace choisi. Ça veut dire quoi une variable bien représentée? Premier critère, vous avez ce qu'on appelle le cosinus carré. Ça donne la qualité de représentation de la variable, c'est ça, cosinus 2. Plus c'est élevé, mieux c'est. En gros, plus une variable est proche du cercle, plus la variable est bien représentée. Et comment est-ce qu'on voit la proximité par rapport au cercle? Vous voyez ici, on a 2 axes factoriels. On a cet axe, première dimension, et là on a la deuxième dimension. Ok. Si je veux analyser la qualité de représentation sur la première dimension, je vais projeter la variable sur la dimension, par exemple, saut à longueur. Si je projette sur la première dimension, vous voyez le saut à longueur sera quelque part ici. C'est proche du cercle, donc le saut à longueur est bien représenté sur la première dimension. Mais par contre, si je projette le saut à longueur ici, vous voyez que c'est pas très proche du bord du cercle en fait. Si je projette plutôt sur la deuxième dimension juste là, vous voyez, c'est pas très bien représenté. Donc le saut en longueur est bien représenté sur le premier axe factoriel, mais par contre sur le deuxième, le second juste ici, c'est pas bien représenté. Donc, il faut faire attention à la qualité de représentation. Et le cosinus carré, plus c'est élevé, mieux c'est. Ce qui est intéressant avec facto extra, c'est que ça vous donne la possibilité d'afficher les variables en fonction de leur qualité de représentation. Ici, j'ai choisi le cos 2. J'aurais pu mettre ici concrypt. Vous allez voir en fonction. On va parler de la contribution tout à l'heure. Exécute, ça change en fonction de la contribution ou encore le cos 2. OK. Finissons le cosinus carré. Donc, c'est souvent entre 0 et 1. Plus c'est élevé, mieux c'est. Et là, vous avez les couleurs. Donc, plus c'est rouge, plus la variable est bien représentée. Si je prends ce plan factoriel ici, je vois que l'ensemble des disques est bien représenté. L'ensemble de poids est bien représenté. Soit en hauteur, c'est moyennement bien représenté parce que le cos 2 est autour de 0,5. Le nombre de points est très bien représenté. Soit en longueur, bien représenté. Ici, la course 400 mètres, c'est bien représenté. Le classement, c'est bien représenté. Les deux courses, c'est moyennement bien représenté. Donc, s'il fallait analyser sur le premier axe, moi, je vais analyser ces variables-ci, le nombre de points, le saut en longueur
ceci et ceci. Le reste, ce saut à la pêche n'est pas du tout bien représenté sur ce plan. Donc, il ne faut pas l'interpréter sur le plan parce que vous voyez, c'est proche du centre du cercle. Pour que ce soit bien représenté, il faut que ce soit proche du bord du cercle. Tout ce qui est proche du centre du cercle n'est pas bien représenté et tout ce qui est proche de la bordure est bien représenté. Donc, il faut projeter ici sur l'axe pour comprendre si c'est bien représenté ou pas. On a vu la qualité de représentation via le cosinus carré. Maintenant, comment est-ce qu'on interprète les relations entre les variables? Dites-vous qu'en général, toutes les variables qui sont dans la même direction sont positivement corrélées. On va prendre l'exemple ici. Si je prends sur le premier axe, on interprète toujours par axe. Premier axe, lancer de disque, lancer de poids, point et soit en longueur sont bien représentés. Vous voyez, c'est dans la même direction. Le sens de la flèche, c'est dans la même direction. Donc, tous les athlètes qui auront des points positifs au lancer de disque, des points importants au lancer de disque, auront également des points importants au lancer de poids. Et le nombre de points global sera également élevé. Le nombre de points au niveau du saut en longueur sera également élevé. C'est exactement ce qu'on a vu sur le plan bivarié. C'est pour ça que c'est intéressant de souvent faire des analyses bivariées pour avoir une première intuition et ne pas être surpris ou surprise durant l'ACP. Donc moi, je vois que le nombre de points total est positivement lié au lancer de disque, lancer de poids et saut en longueur. Moi, je ne peux pas interpréter le saut en hauteur. Bon, quoique, je peux interpréter le saut en hauteur aussi. Donc, toutes ces variables-ci sont positivement corrélées. Donc, quand un athlète a des points élevés sur cette discipline, il a des points élevés sur les autres. En général, c'est ce que ça veut dire. De la même manière, de ce côté, ces variables sont positivement corrélées. Ça veut dire que quand un individu a des points importants au niveau de la course 400 mètres, il a également un classement important. Et les variables course 100 mètres et course 110 mètres ne sont pas bien représentées. Donc, je vais juste analyser course 400 mètres et course 100 mètres. Donc, on a vu les associations, les variables qui se ressemblent. Maintenant, on peut analyser aussi les oppositions entre des variables. Ça veut dire quoi? Les variables qui sont de ce côté, ici, sont opposées aux variables qui sont ici. Ça veut dire que lorsqu'un individu a des valeurs élevées sur l'ensemble des variables juste ici, les valeurs seront faibles ici. Parce que c'est opposé, vous voyez, c'est opposé dans l'espace, dans le plan. Voilà. Donc, on a des variables. Ça veut dire que lorsque j'ai des points importants en lancer de disque, en général, je ne serai pas très bon en course 400 mètres, ce sera plus faible. Lorsque j'ai des points importants en lancer de poids, mes points en course 400 mètres sont également faibles. En fait, c'est comme ça qu'on interprète. Ou bien, ça montre en fait que le fait d'avoir des points importants en course 110 mètres et 100 mètres n'a pas un impact très significatif sur le nombre de points total. Une première stratégie, ce sera de me dire, il faut que je m'améliore en lancer de disque, je m'améliore en lancer de poids, en saut en hauteur et en saut en longueur pour avoir un maximum de points lors de l'épreuve de décathlon. Donc voilà comment moi j'analyse. Premier axe factoriel. Maintenant, si on passe sur le deuxième axe factoriel ici, qu'est-ce qui est bien représenté? On a course 400 mètres, lancer de poids et lancer de disque. Ça veut dire qu'ici, on a plus des individus qui auront qui auront des points importants en course 400 mètres, lancer de disque et lancer de poids. Donc on peut déjà dire, vous voyez déjà qu'on peut même déjà faire des groupes. On aura un groupe ici qui auront tendance à avoir des points importants, course 400 mètres, lancer de disque et lancer de poids. On aura un groupe ici et on aura un autre groupe ici. Moi, je vois déjà 3 groupes d'athlètes qu'on peut définir juste avec ça. Voilà la première analyse. Avant d'interpréter les variables, on regarde le cosinus carré, mais on regarde également la contribution à la formation de l'axe. Je vous montre. Ici, au lieu de mettre cosinus carré, je mets contrib pour voir quelles sont les variables qui ont trop contribué à la formation de l'axe. Plus c'est rouge, plus la variable contribue. En fait, en général, on va analyser les variables qui ont des contributions supérieures à la contribution moyenne. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. On reviendra là-dessus. Une fois qu'on a analysé les variables, là, bon, je l'avais déjà fait en bas. Donc là, je vais laisser cosinus carré et je réexécute pour vous laisser le notebook. Là, c'était avec la contribution. Pareil, ici. Voilà, avec les étiquettes des variables. Une fois qu'on a analysé les variables, on a compris quelles sont les variables qui sont liées au nombre de points total, quelles sont les variables qui sont opposées, on a bien vu ça. Maintenant, il faut comprendre quels sont les athlètes qui illustrent l'ensemble des associations ou bien des différences qu'on a observées. Et pour ça, on va analyser les individus. Et pareil, avant d'analyser les individus, il faut comprendre quels sont les individus qui ont contribué à la formation des axes,
c'est quoi la qualité de représentation, etc. Vous avez ici les coordonnées de l'individu, le cosinus carré et ainsi que la contribution. On reviendra aussi là-dessus. Ce qui est intéressant également avec Facto-Escra, c'est que vous pouvez mettre en place des graphiques justement qui résument ce que je vous disais tout à l'heure sur les variables. Par exemple, ici, j'ai pour les deux axes, l'axe 1 et l'axe 2, j'ai deux graphiques qui me donnent les variables qui ont de bonnes contributions sur l'axe. Par exemple, ici en rouge, vous avez la contribution moyenne. Et donc, lorsque c'est supérieur, vous voyez, les variables qui contribuent, qui ont des contributions supérieures à la contribution moyenne, sont les variables qu'il faut analyser. Par exemple, ici, le nombre de points qu'on a analysé, le classement, le saut en longueur, la course 100 mètres, course 110 mètres, course 400 mètres. Voilà les variables qui contribuent plus que la moyenne. Sur l'axe 1. Sur l'axe 2, ce sera quoi? Ce sera le lancer de Dix, le lancer de poids, la course 400 mètres et la course 1500 mètres. Le reste n'ont pas une bonne contribution. Pareil, vous pouvez faire la même chose avec... Là, c'était contribution. Maintenant, je peux faire la même chose. Avec le cosinus carré, je récupère uniquement les 10. Je peux changer ici. Au lieu de mettre les 10, je peux mettre les 2. Je dis n'importe quoi, je peux mettre les 3. Je peux mettre les 3 ici. Je peux changer, je peux mettre les 3. Ça me donne uniquement les 3 variables. Donc, on peut mettre les top 10, les top 100, les top 1000. Et pareil, sur le cosinus carré, la visualisation, je mets le résultat de l'ACP. Ici, choice by, j'aurais pu mettre individu aussi. Je choisis l'axe, le top 10, qualité de représentation sur l'axe 1. J'exécute, vous allez voir, ceux qui ont un bon cosinus carré. En général, quand c'est supérieur à 50%, on interprète. On voit que par exemple, que sur l'axe 1, le nombre de points, le classement et le saut en longueur ont une bonne qualité de représentation. Course 100 mètres aussi, course 110 mètres aussi, mais un peu moins, et le reste ne sont pas bien représentés. Sur l'axe 2, ici, ce qui est bien représenté, c'est lancer de 10. Bon, il n'y a presque rien qui est bien représenté sur l'axe 2. Mais si je fais la somme sur le plan, on verra des variables qui sont bien représentées. Donc maintenant qu'on a analysé les variables, la prochaine étape, c'est de comprendre les individus qui permettent d'illustrer les associations qu'on a observées sur l'ensemble des axes factoriels. Donc ici, pareil, au niveau des individus, on peut mettre en avant les individus qui ont une bonne contribution à la formation des axes, les individus qui sont bien représentés. Plus le cosinus carré est important ici en rouge, plus l'individu est bien représenté. Par exemple, ici, moi, je vois 3 groupes dans cette ACP. On a le premier groupe d'individus qui est juste ici, c'est quoi? Les athlètes. On a le deuxième ici et le troisième, c'est ces 3-ci. Et ça permet d'illustrer en fait ce qu'on a observé au niveau des variables. Les 3 adeptes qu'on avait vus à droite de l'autre côté auront tendance à avoir des points importants au niveau du lancer de saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur. N'hésitez pas à repartir dans la base de données pour confirmer vos dires. Pareil ici, je reprends sur le deuxième groupe, juste ici, ces athlètes, ils auront tendance à avoir des points importants sur la course 100 mètres, ce qu'on a vu juste ici, course 100 mètres. Ils n'auront pas un bon classement en général. Ils ont un bon score, course 400 mètres ou encore course 110 mètres. Ce sont ces individus qui sont ici. Et le petit groupe qui est ici, moi, je peux les considérer ça comme un groupe. Ce sera des clients. Il y a aussi un outlier qui ressort de ce côté. Il va illustrer également. Je vais le rajouter ici. Mais il y a un groupe ici. Ce sont des personnes qui sont dans cette situation juste ici. Ce qui est intéressant, au lieu de faire des allers et retours comme je le fais là, il y a ce qu'on appelle le graphique de superposition des individus et des variables. Et pour pouvoir superposer, je vais conserver uniquement les individus qui sont bien représentés, qui ont un cosinus supérieur à 0,5 et les variables qui sont bien représentées. J'exécute. Et là, vous allez faire le biplot. C'est disponible dans Facto-Escra. Je mets les résultats de l'ACP. Je sélectionne les individus qui ont un bon cosinus carré. Je sélectionne les variables qui ont un bon cosinus carré. Après, c'est plus la couleur des individus, la couleur des variables, le titre et éviter les chevauchements dans les étiquettes. J'exécute, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc maintenant, j'ai à la fois mes individus et mes variables. Je vous disais, je voyais 3 groupes. On a ici ces trois athlètes qui ont des points importants et qui seront bons en lancer de disque, lancer de poids, ils sont en longueur. Et de ce côté, on a ces athlètes-là qui seront bons en course 400 mètres, course 110 mètres et ceux-ci, mais qui seront en classement très faible dans la compétition. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on analyse l'ACP. N'hésitez pas à faire ce graphique de superposition pour trouver des individus qui illustrent vos propos. Ensuite, allez dans les données et analysez si ce que vous avez dit est pertinent ou pas. Donc voilà comment est-ce qu'on met en place une ACP dans la pratique. Il y a 4 étapes. Première étape, je commence par comprendre ma donnée. Est-ce qu'il y a les valeurs manquantes? Est-ce qu'il y a les valeurs aberrantes? C'est quoi la moyenne, la médiane, les cas types? Je comprends la distribution.
Deuxième étape, je mets en place une matrice de corrélation pour comprendre les liaisons, les relations bivariées entre les variables. Troisième étape, je vais s'ancrer et réduire pour éviter ce qu'on appelle l'effet taille et mettre toutes mes variables au niveau même unité. Quatrième étape, je mets en place mon ACP. Et dans cette étape-là, il y a encore plusieurs phases. La première phase, c'est le choix du nombre d'axes factoriels. On va maximiser l'explicabilité. On va choisir avec la règle du coude ou encore le critère de la variance expliquée. Deuxième chose, on va donc mettre en place le graphique des variables. On se rassure toujours d'interpréter les variables qui sont bien représentées en analysant le cosinus carré qui est supérieur à 50%. Ou alors, on regarde en fait les flèches. Plus la flèche est proche du bord du cercle de corrélation, comme c'est le cas ici, plus la variable est bien représentée. On analyse la contribution. Est-ce que la variable a une contribution supérieure à la contribution moyenne? Et en termes d'interprétation, toutes les variables qui ont des flèches dans le même sens sont positivement corrélées. Et lorsque les flèches sont en sens opposé, comme là et là, on est négativement corrélé. Donc, lorsque l'individu prend une valeur importante dans la variable qui va dans ce sens, il aura des valeurs faibles dans l'autre variable. Une fois qu'on analyse les variables, on analyse les individus. Pareil, contribution, qualité de représentation. Et enfin, on trouve les individus qui illustrent les propos qu'on a observés dans le graphique de variables en mettant en place le graphique de superposition des individus et variables pour illustrer nos propos et identifier des premiers groupes qu'on pourra confirmer avec des K-means. Okay? Avec ces analyses, on a travaillé principalement sur des variables quantitatives. Mais en ACP, c'est possible de rajouter des variables qualitatives. Et là, on parle de variables supplémentaires. Qu'est-ce qu'une variable supplémentaire en ACP? C'est une variable qu'on va pouvoir analyser, mais qui ne va pas jouer sur la construction des axes factoriels. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour construire les axes factoriels, il y a un processus d'optimisation. Donc, dans ce processus d'optimisation qui consiste à maximiser la variance expliquée par l'axe factoriel, la variable supplémentaire n'intervient pas du tout. Donc, elle sera juste là à titre... on pourra juste le visualiser, mais ça ne va pas participer à la construction des axes. Et en général, la variable qualitative se met en variable supplémentaire et je vous montre tout de suite comment. Donc, je reprends PCA dans FactorMiner. Je peux rajouter la variable quantitative en supplémentaire. Ça veut dire qu'elle ne participe pas à la formation des axes, mais je peux analyser en fait. Variable qualitative supplémentaire, je mets le numéro ici, c'est 13, c'est le nom de la compétition. Et j'ai choisi une variable quantitative au hasard comme ça en supplémentaire. Donc, j'exécute. Vous allez voir ce que ça change. Donc là, les variables qualitatives supplémentaires sont souvent représentées dans le nuage des individus. Pourquoi? Parce que pour chaque modalité de la variable qualitative, pour pouvoir rajouter cela, on va créer un individu qui sera le barycentre des individus qui prennent la modalité en question. Donc, Decasta, c'est tout simplement le barycentre de tous les individus qui ont participé à cette compétition. Et on représente cela dans le nuage des individus. Et pareil pour cette modalité, c'est le barycentre des individus qui ont cette modalité. C'est pour ça que les variables qualitatives supplémentaires se mettent sur le graphique des individus parce qu'on va créer un individu qui est le barycentre des individus qui prennent cette modalité. C'est ça en fait, les variables qualitatives supplémentaires. Et pour la variable quantitative supplémentaire, on la met toujours sur le nuage des variables, mais vous voyez ici c'est en bleu. Ça prend une couleur bleue parce que ça n'a pas participé à la formation des axes. Avant d'interpréter la variable qualitative supplémentaire ou encore la variable quantitative supplémentaire, il y a des indicateurs à analyser que je vais vous montrer tout de suite. Donc, vous pouvez mettre en place ces graphiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Au niveau des résultats de l'ACP, vous faites $Cali. Vous avez les résultats de la variable qualitative supplémentaire, sa qualité de représentation, les coordonnées. Ce qui est intéressant, c'est ça. V-test. En fait, c'est tout simplement un test qui vous permet de voir si la variable est significative pour expliquer l'axe en question. Vous voyez ici, le V-test en général, si la valeur absolue est supérieure à 1,96 à peu près, c'est significatif. On voit qu'ici, sur l'axe 1, les deux modalités ne sont pas du tout significatives. C'est significatif uniquement sur la dimension 3, 4 et la dimension 5. C'est comme ça qu'on interprète en fait. La valeur absolue du V-test supérieure
à 1,96, alors la variable influence significativement l'axe. Il y a une corrélation entre les deux, il y a une liaison entre les deux. Si je prends dimension 1, dimension 2, dimension 3, dimension 4, V-test de ma variable, de mes modalités des variables qualitatives n'est pas du tout significative, en fait. Pareil sur les variables quantitatives, il y a aussi des indicateurs à mettre en place. Je mets ici quanti supplémentaire, juste là. Il y a des indicateurs à regarder. On a la corrélation. Plus la corrélation est élevée, plus la variable est liée à l'axe en question. Ici, on voit que sur les premiers axes, la variable quantitative supplémentaire n'est pas du tout liée. À partir peut-être de la cinquième, on a plutôt 0,49, vous voyez. Et enfin, vous pouvez également avoir la fonction d'index qui vous donne à peu près une p-valeur de l'ensemble des textes et la corrélation avec les variables. Ici, vous mettez la probabilité. Bon, si vous ne pouvez pas mettre de seuil, je vais mettre 50. Je vais faire n'importe quoi. Je vais mettre 50, comme ça. Vous allez voir, ici, si on prend par exemple la variable qualitative sur la dimension 1, on a la p-valeur. Je vous ai dit, p-valeur est de 0,48. Ce n'est pas significatif. Mais si on regarde sur une autre dimension, ce sera significatif. Je vais prendre ici 4 et 5. On a vu que dans 4 et 5, c'était significatif. Je mets ici 4 et je mets 5. J'exécute. Et si j'analyse, vous voyez, cette fois-ci, la liaison, on a... Attends, c'est où? Tac, tac, oui, c'est ça. La p-valeur, cette fois-ci, est significative. Parce qu'on a vu, la v-test était supérieure à 1,96. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'on analyse. Avant d'analyser une variable qualitative supplémentaire, regardez d'abord les v-tests ou bien utilisez cette fonction d'index. Vous mettez vos résultats de l'ACP, vous choisissez les actes, vous choisissez une probabilité. Ici, je mets 0,5, 0,05. C'est plus logique, c'est le seuil qu'on choisit souvent. Vous mettez une probabilité et vous avez les résultats pour voir quelles sont les variables qui sont significatives sur l'axe, quelles sont les variables qu'on peut interpréter sur cet axe-là. Et on voit bien que ici, la variable compétition qui était en supplémentaire est bien significative pour les axes 4 et 5. On peut l'interpréter sur cet axe-là. Si je prends la variable quantitative supplémentaire cette fois-ci, normalement, vous avez juste ici, bon, c'est juste ici l'ensemble de 10, vous avez la p-valeur également pour les variables quantitatives, c'est la corrélation. Donc, pour les variables quantitatives, c'est la corrélation entre l'axe et la variable quantitative. On peut mettre en place une p-valeur. Et pour la variable qualitative, en général, c'est un test de Suden. Donc, c'est pour ça que vous avez un v-test. Et c'est pour ça qu'on a la valeur 1,96. Donc, maintenant, nous sommes à la fin de la démo. N'hésitez pas à revoir l'ensemble de la vidéo parce qu'il y a eu énormément d'informations partagées. Pour pouvoir challenger votre compréhension, j'ai 2 questions pour vous. Mettez vos réponses en commentaire parce que ça booste la chaîne et ça me fait toujours plaisir de vous voir participer et de vous lire. Première question, quelle action réaliser en premier parmi les 3 actions suivantes pour mettre en place une ACP? Donc, entre les 3 actions, quelle action vient en premier? A. Normaliser les données pour avoir une moyenne de 0 et une variance de 1. B. Calculer la matrice de covariance des données. C. Sélectionner les composantes principales qui expliquent le plus de variance. A, B ou C. Deuxième question. Comment l'introduction de variables supplémentaires est-elle gérée dans l'ACP? A. Les variables supplémentaires sont intégrées dans le calcul des composantes principales pour modifier la structure de variance. B. Les variables supplémentaires sont utilisées pour interpréter les composantes principales, mais ne sont pas intégrées dans les calculs des axes principaux. C. Les variables supplémentaires remplacent les variables initiales si elles expliquent une plus grande part de variance. Mettez vos réponses en commentaire. Pour résumer, il y a 4 étapes à utiliser pour mettre en place une ACP. La première étape, description des données. On comprend les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes, moyenne, médiane, écart et proportion. Bref, on comprend nos jeux de données, c'est capital. Deuxième étape, on va mettre en place des analyses bivariées, matrices de corrélation entre les variables quantitatives pour comprendre les relations bivariées entre nos variables. Une fois qu'on a compris cela, troisième étape, on centre et on réduit parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet taille. Si on ne réduit pas les données, on sera sûr que les variables sont sur la même échelle. Une fois que c'est fait, quatrième étape, on peut donc construire notre ACP. Et en construisant l'ACP, il y a également des points à vérifier. Le premier point à valider, c'est le choix du nombre d'axes factoriels. Il y a plusieurs règles, la règle du Court, la règle de Kaiser ou encore la règle
de la part d'inertie, la part de la variance expliquée. On choisit le nombre d'axes factoriels pertinents. Une fois que c'est fait, on va analyser le cercle de corrélation pour comprendre les relations multivariées entre les variables. Avant d'analyser une variable, on vérifie la qualité de représentation via le cosinus carré ou alors la longueur de la flèche. Plus la flèche est longue, plus la variable est bien représentée. Plus la flèche est proche du bord du cercle, plus la variable est bien représentée. On analyse le cosinus carré, on analyse aussi la contribution à la formation de l'axe. On fait surtout attention aux variables qui ont une contribution plus importante que la contribution moyenne. Lorsqu'on analyse les variables, en général, les variables qui ont des flèches dans le même sens sont positivement corrélées. Ça veut dire que les individus qui prennent des valeurs élevées sur une variable vont également prendre des valeurs élevées sur la deuxième variable. Lorsque les variables ont des directions opposées, on a des relations négatives. Des individus qui vont prendre des valeurs élevées sur la variable qui va comme ceci vont prendre des valeurs faibles sur les variables qui vont dans l'autre sens. Et ce qui est aussi intéressant sur l'ACP, ça permet d'avoir une première idée des groupes d'individus. C'est pour ça que la prochaine étape, analyser le nuage des individus. Pareil, qualité de représentation et contribution via le cosinus carré. On fait attention aux individus qui ont une contribution supérieure à la contribution moyenne. Et enfin, pour mieux interpréter nos individus, on va faire le biplot, graphique de superposition entre les deux, pour illustrer nos propos. Ça, c'est capital. Et un point bonus en ACP, c'est possible de rajouter les variables qualitatives en supplémentaire. Les variables qualitatives ne contribuent pas à la formation des axes. En général, on doit analyser le v-test. Si la valeur absolue du v-test est supérieure à 1,96, la variable qualitative est significativement liée à l'axe factoriel en question. Pour les variables quantitatives supplémentaires, on analyse la corrélation et un test statistique pour valider sa relation. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Et si vous souhaitez comprendre l'ACP d'un point de vue théorique, regardez cette vidéo. Si vous souhaitez mettre en place l'ACP en Python, regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne YouTube. Bye.